Tu veux savoir c'est quoi la chose qui m'a le plus frappé en Argonne? C'est que là-bas les jeunes vont pas à la salle de sport, si bien il n'y en a même pas. Mais ils pêchent. Ils pêchent tous. Et ça c'est significatif du territoire. De toute façon la salle de sport la plus proche est à 50 bornes de là, donc bon... J'ai toujours voulu aller découvrir la France en commençant par aller au bout de chez moi. Pendant des années, j'ai longtemps vogué entre Douai et Cambrai et tu sais ce qui m'a surpris? C'est la telle déconnexion de paysage entre Douai, qui est encore l'attrait du bassin minier, de cette vie de population dense, et les champs cambrésiens, le retour à l'agriculture, la nature, les marais et certains bois. Alors bon, du haut de ma fenêtre de ma bagnole à 12 ans, autant te dire que je m'en fichais un peu. Mais en grandissant, j'ai appris que le territoire pouvait se changer très rapidement sur quelques kilomètres. Et en passant le permis moto, j'ai appris que l'aventure, c'était très souvent au bout de la rue. Assez simplement, tu t'équipes, tu démarres et tu découvres. Bon, certains préféreront toujours aller avec les copains boire un coup. Moi, je préfère aller là où personne ne veut aller. Et c'est très exactement pour ça que j'ai choisi d'aller en Argonne. L'Argonne, c'est la définition parfaite de la France oubliée. Tous ceux qui se dirigent vers l'est direction Metz y passent, mais tout le monde, littéralement, s'en fout. Les voyageurs diront que c'est littéralement d'une telle pauvreté touristique que personne n'y trouve un propre intérêt pour s'y arrêter. Enfin, presque personne. C'est la France du Citroën C15, de l'agnole de papy à la Mirabelle dans la cave, du bois des charpentes qui a pourri avec les siècles, de la bonne baguette française ou du saucisson de sanglier. Les maisons sentent le cru et le vécu, les cabines téléphoniques sont encore là comme si la France elle-même avait oublié l'Argonne. Et pour aller encore plus loin, c'est l'encyclopédie de géographie moderne de 1782 qui définit le mieux l'Argonne. Je cite: « Cette contrée de France n'est pour ainsi dire qu'une grande forêt, dans laquelle sont des vides, sont défrichés, où l'on a bâti des villes et des villages. La qualité du sol n'y est pas bien bonne et les bêtes fauves dont le pays est rempli privent les habitants d'une grande partie du fruit de leur labeur. La culture du bétail leur réussit mieux et leur seule ressource est le commerce du bois. » Si ça, c'est pas un manque de respect. Et le principal argument de l'Argonne, c'est que c'est une grande région peuplée de forêts et de lacs, enfin plutôt d'étangs. Elle est même grande, près de 2200 km² pour moins de 30 000 habitants. Pour comparer, un territoire similaire pourrait être le bassin minier du Nord, en incluant Arras et Cambrai. Ça nous donne 2250 km² pour plus de 2 millions d'habitants. Ouais, le choc thermique est assez violent, et d'autant plus que la région argonnaise a pour grande contrée Sainte-Ménehould. Alors 4200 Amérantes, qu'on prononce d'ailleurs Ménou. Alors pourquoi avoir mis autant de lettres dans un nom pour prononcer Ménou, bref, qui est au centre de cette contrée française oubliée. Et c'est principalement vide. Vide de tout. Pour te dire à quel point la région n'attire pas, elle est coincée entre 4 énormes mastodontes touristiques. La plus grande ville à proximité, c'est Verdun, à 40 km de Ménou, ou Châlons, à 40 km aussi, ou Bar-le-Duc, ou Saint-Dizier, à 50 bornes. À l'ouest, bon après rien de nouveau, c'est la Champagne, Reims, Châlons, la montagne de Reims, les coteaux de Champagne, patrimoine mondial de l'UNESCO. Au nord, c'est l'Ardenne. Bien que l'Argonne ardennaise soit aussi présente avec Vouziers, ici on parle des Ardennes françaises et de l'Ardenne belge. Sedan, Charleville-Mézières, mais surtout la vallée de la Meuse, paradis des motards de tous bords pour aller se perdre en forêt. À l'est, c'est la Lorraine, mais surtout le théâtre français dramatique de Verdun et de la Première Guerre mondiale. Site mondialement touristique pour toute l'histoire récente vécue ici. Au sud, c'est le Barrois, le lac du Der, le début des Vosges, la culture de la Mirabelle. Bref, autant te dire que l'Argonne autour de ça, on y passe vite. Tiens d'ailleurs, on y passe tellement vite que ici, en Argonne, en 2007, le TGV a établi son propre record du monde de vitesse, avec 574,8 km/h. Soit 160 mètres par seconde au cœur de l'Argonne entre Passavant et Villers. Autant te dire que même le TGV veut vite passer ici, tellement c'est vide. Si vide que les villages ne veulent même pas se rencontrer et sont en général séparés chacun de plus de 6 ou 7 km et ne sont composés que de rares maisons, de nombreuses fermes, une mairie-école et un lavoir. Ouais, c'est pas la grande vie, mais ça a l'honneur d'être encore bien préservé. Mais la nature a horreur du vide. Et moi aussi. Et en vrai, c'est David, un ami de toujours, que vous connaissez sans doute si vous le suivez depuis quelques années, qui m'a survendu l'Argonne. Il me l'a vendu comme étant une terre fantastique et que la nature ici y est pleine. Pleine de tout. Et c'est comme ça que je me retrouve à partir de Châlons en Champagne et direction l'Argonne. Et bon sang, l'Argonne se mérite parce que même y aller est déjà une épreuve en soi. C'est simple, en partant de Châlons, il faut franchir le Styx des motards, l'enfer roulant.
Une ligne droite entre Châlons en Champagne et Sainte-Menou, 40 km de ligne droite ininterrompue, hormis par quelques villages et haltes bienvenus. Mais ça on serait presque oublié, avec quoi je suis parti découvrir l'Argonne. Une Suzuki GSX 8S. En plus t'imagines un roadster l'anti-fun du voyage tu diras. Sauf que là Suzuki France a fait un travail formidable. En équipant aux petits oignons la machine, elle se transforme alors en petite routière. Une mini GT qui permet de partir loin, de voyager et remplir une nouvelle fonction qu'on ne lui prêtait pas d'origine. Sacoche latérale, sacoche réservoir, saut de vent, protection un peu partout. Sac de selle Lone Rider, bavette raccourcie, sabot moteur, clignotant LED, prise USB, protection de levier, c'est devenu la GSX 8S la plus équipée du monde et c'est pas pour me déplaire. Autant te dire que la dernière de chez Suzuki aura rempli son rôle avec brio. M'emmener découvrir un territoire que la France oublie avec un excellent niveau de couple, une endurance maîtrisée, une agilité aux petits oignons et un véritable plaisir à redécouvrir après mon escapade en région montagneuse. Et autant te dire que je n'aurais jamais cru que la 8S se débrouillerait aussi bien sur des routes moins sinueuses. Bon, sur autoroute c'est pas incroyable, mais en même temps, n'importe quel roadster sur autoroute serait un désastre. L'essentiel est ailleurs. Et l'ailleurs, c'est ici. Ce qui surprend en Argonne, ce sont les différents visages que le territoire a à nous proposer. Le premier d'entre eux, c'est la diversité de paysages et de cadres de verdure à découvrir. Bon, forcément, quand tu t'étends entre la Marne, les Ardennes et la Meuse, et que ton principal argument c'est « il y a des lacs et des forêts », autant te dire que oui, c'est magnifique. L'Argonne, c'est avant tout une forteresse naturelle sous forme d'un éperon vallonné, avec des vallées entre 250 et 350 mètres d'altitude, là où la plaine de Champagne est une plaine et où le reste se distingue de plateaux. Ici, il y a des vallons, et forcément, énormément de forêts, mais aussi surtout des étangs dans le sud de la région, notamment à côté de Belleval en Argonne. Jamais une description de région n'aura été aussi sincère. Et évidemment, c'est pas tout à fait naturel car ici ce sont des moines, des différentes abbayes qui ont façonné ces étendues. Attardons-nous alors sur la forêt, qui fait alors tout le charme du coin. Vallées, ravins, où de nombreuses rencontres sauvages peuvent arriver, comme avec une biche le long du parcours, ou un renard ici. Et aussi fidèle à la description du XVIIIe siècle, de nombreux villages ne semblent pas avoir réellement bougé. Les habitants ont vidé les forêts pour y mettre des exploitations agricoles, ou pour construire des villages. La démonstration la plus simple de ce phénomène, c'est un éperon rocheux, une forêt, un défrichage, un village, boum, Beaulieu en Argonne. Et c'est là, ici, que je commence à me rendre compte de l'étendue de mon voyage. Ici, l'homme s'est adapté à la nature pour l'apprivoiser et en tirer le meilleur. Parce que Beaulieu, c'est pas qu'un simple village perché sur une colline. C'est un véritable caractère propre avec des maisons à pans de bois, un village-rue comme il en existe en Lorraine avec ses couleurs et ses cours avancés pour y garer le bétail et les tracteurs. Et pourtant, la Lorraine, c'est à des dizaines de kilomètres d'ici. C'est un village fleuri à l'anglaise, naturel, avec son ancienne abbaye sur le village qui a disparu et dont la seule trace du passé, c'est son pressoir, avec un grand bâtiment en briques au milieu du village, qui a d'ailleurs failli être détruit. Mais en 1926, il a été conservé et classé grâce à une intervention miraculeuse, celle de la femme d'un certain Raymond Poincaré, président français en poste à cette date. Évidemment, la vue ici est splendide. Et c'est tout naturellement qu'à côté du village se dresse un ermitage, l'ermitage Saint-Rouin. Parce que forcément, éperon, village, forêt, nature, étang, moine, abbaye, donc ermitage. Tout est lié. Tout ici y est logique. Et cette chapelle est très particulière d'ailleurs parce qu'elle est en béton gris de forme cubique. Vous en voyez beaucoup des ermitages comme ça? Moi pas. D'ailleurs, entre modernité et tradition, le retable de la chapelle est au milieu de la forêt. Et il date du XVIIIe siècle. Et c'est d'ailleurs le seul vestige de l'ancienne église de Beaulieu en Argonne. Tout est lié. Petite pause. C'est là que j'ai compris un truc. En fait, mon parcours d'origine devait être beaucoup plus long que ça, environ 300 km entre Meuse, Argonne et Remeuse. Mais j'ai dû me contraindre à en faire beaucoup moins, environ 180 km. Pourquoi? Parce qu'ici, la nature en fait a horreur du vide. Et l'Argonne, c'est vide de rien. C'est plein de tout. Et c'est là, à Beaulieu, en face d'un pressoir vieux de plusieurs siècles, que j'ai compris que l'aventure, ce n'est pas d'aller au bout du monde et de faire plein de bornes et être heureux. Non,
Être heureux, c'est aller au bout de la rue et s'émerveiller devant ce que la nature nous a offert et ce que l'homme a bâti. Parce que ouais, forcément, des paysages, c'est des paysans, mais même pas tant que ça, parce que l'Argonne, ça me rappelle chez moi. Et ça peut te rappeler aussi chez toi, dans cette région, c'est un peu le skin par défaut des régions françaises, avec ses cours d'eau, ses forêts, ses petits vallons. Ça me rappelle les 7 vallées, l'Avesnois, les monts du Boulonnais, l'arrière-pays de l'An. C'est tout chez moi, sauf que c'est pas chez moi. Et encore, on n'a rien vu parce que le deuxième visage de l'Argonne, au-delà des lacs et des forêts, des coteaux calcaires, c'est avant tout une région pleine d'histoires. Que ce soit des petites histoires qui viennent alors raconter la grande histoire de France. C'est à se demander dans cette région de forêts et de lacs, infestée par des bêtes fauves, quelle en est la spécialité. Ce n'est ni culinaire, ni linguistique, mais bien du patrimoine manuel. Le métier principal de l'Argonne, c'est la culture de la faïence, du verre et des tuiles. L'argile et le bois très présents alimenteront durablement ces industries, dont malheureusement de nombreuses traces du passé ont disparu. Mais le premier vrai truc qui frappe, c'est de se demander pourquoi on retrouve du patrimoine typique de Lorraine, alors qu'on n'y est pas du tout. L'histoire se charge du reste. À la mort de Charlemagne en 843, le cours d'eau de la Bième va devenir une frontière sur l'axe nord-sud séparant alors le royaume de France du Saint-Empire germanique. Et où se trouve la Bième? En Argonne, précisément entre le département de la Meuse et la Marne. En parlant de Bième, on a parlé des églises et des abbayes, et donc voici le long de la Bième, justement, la Chalade, abbatiale du XIIe siècle. Et c'est encore typiquement le même cheminement qu'à l'accoutumée, forêt, défrichage, cours d'eau, abbaye et village. Là c'est qu'une partie, c'est une église abbatiale, l'abbaye complète ayant été dissoute lors de la Révolution. Et c'est triste parce que c'est la seule trace des abbayes du coin qui reste en Argonne. Les autres ayant littéralement été rasées, soit lors de la Révolution, soit lors de la guerre de 14. Au-delà même du patrimoine des abbayes, il n'est pas rare d'y croiser ça et là des oratoires, des sources et des fontaines à dévotion, de nombreux crucifix, mais c'est aussi plusieurs changements de nom. Par exemple, Sainte-Menou, dont on se moque depuis tout à l'heure, c'est pas son nom d'origine. Auparavant, il y avait un très grand château sur un éperon dont l'Aisne baignait une grande partie des remparts. Un château sur l'Aisne, château sur Aisne. Aussi simple que ça. Mais l'impact de la jeune Menou qui s'occupa des gens indigents et malades du 5e siècle était tel que la ville sera baptisée Sainte-Menou en hommage à la prophétrice. Tiens d'ailleurs, qu'est-ce qu'il y avait dans les abbayes? Des moines, et sans l'Argonne, 2 d'entre eux, parmi les plus illustres, n'auraient jamais vu le jour. Pour commencer, à Pierremont, on peut parler de Dom Jean Mabillon, père fondateur de la diplomatique, science qui étudie la structure, la tradition et l'authenticité des documents officiels, la science de l'histoire des documents, étant l'un des liants du savoir historique entre Moyen-Âge et modernité, mais également le père fondateur de la méthode de champagnisation des vins, Dom Pérignon, qui est natif de Sainte-Menou. Considéré alors comme le temps le plus célèbre des moines bénédictins, si la montagne de Reims et les coteaux de Champagne sont aujourd'hui patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est en très grande partie grâce à l'œuvre d'un Argonnais. D'ailleurs, le trait est tout tracé puisque nombreux sont ceux qui pensent que Pierre Pérignon est originaire d'Auvillers, en pleine montagne de Reims, puisqu'il y repose et y a vécu toute la fin de sa vie. Mais non, c'est bel et bien un fils d'Argonne. L'Argonne a d'ailleurs continué à écrire l'histoire via un lieu dont l'évocation te semblera familière. On a appris à l'école primaire que le roi Louis XVI a été arrêté en juin 1791 dans sa fuite vers Montmédy, dans le petit village de Varennes. Eh bien Varennes, c'est en Argonne. Et on peut y trouver encore la tour de l'horloge où furent arrêtés les fugitifs. C'est dans cet anodin village argonnais qu'un pan de l'histoire de France va donc s'écrire et mener par la suite vers la Révolution française. Allez, encore un. Entre Champagne et Argonne, justement, un lieu, Valmy. Après la chute et l'emprisonnement de Louis XVI en août 1792, les Prussiens envahissent l'est de la France. En septembre, ce sont alors 47 000 Français qui font face à 34 000 Prussiens sur le plateau de Valmy, au pied du célèbre moulin de la commune. Pour la première fois, à Valmy est mise en avant la nation, une instance abstraite et nouvelle. Les soldats reprennent le mot nation de leur général et entonnent alors un nouveau chant écrit en avril 1792, le chant de guerre pour l'armée du Rhin, par un certain Claude-Joseph Rouget de Lille, la Marseillaise. Ils ne le savent pas encore, mais à cet instant, l'histoire européenne a basculé. Dès le lendemain de la bataille, les envahisseurs commencent à battre en retraite. Ainsi se termine cette bizarre canonnade du fait de nombreux boulets de canon tirés lors de ces 2 jours de combat. Goethe, le poète illustre, dira qu'ici et maintenant commence une nouvelle époque de l'histoire universelle. Et tout ça convergera par de futures guerres révolutionnaires, les empires français et surtout l'adoption de ce chant révolutionnaire en tant qu'hymne national, chanté donc pour la première fois en temps de guerre, à Valmy. Tout
Tout ça, c'est en Argonne qui tout doucement remplit ses cases de vide par du plein. Et encore, ce n'est même pas le visage le plus visible de cette fabuleuse région. Les virages, les forêts, les dénivelés, les églises, les façades jaunes et les pans de bois, les cours avancés et les frontières, c'est certes beau. Mais là où il y a du beau, il y a aussi du tragique. L'Argonne n'a pas été épargnée par la Grande Guerre, qu'elle était littéralement défigurée par le conflit. De septembre 1914 à l'automne 1918, les assauts français et allemands se transforment rapidement en de sanglantes et d'inutiles mêlées. 4 ans de souffrance d'une rare intensité dans le contrefort de Verdun, dans l'ombre de l'enfer français, entre les villages détruits, les villages décorés et les stigmates, encore visibles. C'est surtout en 1915 que le conflit se durcit au cœur de la forêt, pendant 3 longues années d'agonie. Une phrase m'avait alors marqué. Sous les pieds de la forêt d'Argonne, les feuilles mortes chuchotent d'anciennes histoires. J'y ai alors découvert de nombreux sites, à commencer par la nécropole française de Saint-Thomas en Argonne et son ossuaire, qui rassemble plus de 10 000 corps tombés lors du conflit dans la forêt de la Grurie, en plus de 8 000 tombes de la nécropole, ce qui en fait une véritable cité de la mort qui demande respect et mémoire. Et c'est sans doute sur le site monumental de la Haute-Chevauchée que le monde s'arrête à nouveau. Ici, au-delà d'une crête et d'un ossuaire, se dressent des entonnoirs de mines, des boyaux tranchés, puis le ravin du génie, qui est un véritable musée à ciel ouvert de comment s'organisait la vie française lors du conflit. Et non loin de là, le Kaiser Tunnel, tunnel de liaison allemand construit entre 1915 et 1916, et également l'un des nombreux abris du Kronprinz pour que généraux et officiers puissent y établir leur poste de commandement sous les ordres du général Kronprinz de Bavière. Non loin de là, un cimetière allemand, celui d'Apremont, plus de 1000 tombes pour les tuer en forêt d'Argonne, et c'est sans doute le seul à conserver une grande partie des emplacements d'inhumation dans leur état d'origine. En 1915, la guerre se stabilise et la destruction omniprésente laisse place à des guerres des mines, beaucoup plus brutales, et c'est à Vauquois que les ruines du village sont âprement disputées par les Français et les Allemands sur une butte qui est devenue l'emblème de la guerre d'acharnement entre 1915 et 1918. C'est ici qu'il faut imaginer une église, des commerces, des rues, un village entier qui a été rasé par les bombes et les mines. Le processus était identique au départ, forêt, étang, défrichage, église, puis destruction. Un truc qui fait froid dans le dos est de comprendre que là il y avait un village, 15 mètres au-dessus du niveau de la butte d'aujourd'hui. Les troupes ont construit à 150 mètres l'une de l'autre plus d'une vingtaine de kilomètres de galeries, sur plusieurs niveaux, des fois jusqu'à 100 mètres de profondeur, dans le but unique de pénétrer sous le camp ennemi pour y faire exploser des mines et causer des dégâts monstrueux. Imaginez ici, en mai 1916, l'explosion d'une mine de 60 tonnes, créant cet entonnoir immense. Ce paysage est lunaire, façonné désormais de cratères, et c'est le cimetière de 10 000 soldats tués rien qu'ici. Et évidemment ici, tout s'y visite, des tranchées aux boyaux, des souterrains aux entonnoirs. Et c'est sans doute le site qui m'a procuré le plus de sensations de tous les sites de la Grande Guerre en Argonne, tant on y mesure, en l'espace d'un instant, la violence du conflit. Vauquois restera à jamais le théâtre d'un enfer méconnu, à proximité d'autres lieux de guerre qui auront un aura médiatique sans précédent. Vauquois restera à jamais un lieu où s'est écrit l'histoire. En 1917, les Américains débarquent en Argonne, et c'est sans doute la nation qui est le plus présente sur ces terres avec la France. Tant le nombre de monuments rappelle les États-Unis,
L'offensive Meuse-Argonne, c'est à date la plus grande bataille américaine en nombre de combattants et de victimes. C'est même l'avant-dernière offensive du conflit en Europe de l'Ouest derrière la bataille de Cambrai, dont tu te souviendras peut-être si tu as vu ma vidéo sur Bourlon. 28 000 morts, 96 000 blessés sur une période de 47 jours. C'est énorme. Mais c'est aussi le symbole de la naissance de l'armée des États-Unis. La moitié des Medal of Honor de la guerre, la plus haute distinction de guerre, ont été décernés sur cette offensive. Et ces 28 000 morts ne sont pas disséminés sur de multiples cimetières à la façon des cimetières anglais, allemands et français. Non, ici 14 000 d'entre eux sont regroupés en un seul lieu, Romagne. C'est immense. Non, on va pas passer à l'intérieur. Non, on passe à l'intérieur, ah ouais. Ah oui, non mais alors là... Purée. Ah oui, d'accord. Ah oui, ok. C'est exceptionnel. Oh là 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 là, c'est immense. Rentrer dans Romagne, c'est être pris de court par l'immensité d'un site qui ne nous est dévoilé qu'uniquement en le voyant. C'est le plus grand cimetière de guerre américain européen en tout point. 52 hectares de mémoire qui imposent le respect et le devoir de mémoire. C'est exceptionnel. Je m'attendais pas encore autant d'immensité. Oh non, c'est... dingue. Encore une fois. C'est dingue de chez dingue. Mais ce n'est pas le seul site dans le secteur. À Varennes, là où précisément fut arrêté Louis XVI, la 28e division américaine, dont de nombreux soldats sont originaires de l'État de Pennsylvanie, a triomphé sur Varennes. Et l'État de Pennsylvanie, en 1928, en mémoire de ses enfants, a financé, construit et inauguré cet immense site qui domine toute la vallée de l'Aire en contrebas. Et encore un autre, à Sheppey, à côté, où là c'est le Missouri qui rend hommage à ses fils, de façon certes plus modeste que la Pennsylvanie, mais empreinte de la même émotion. C'est non pas sans rappeler les exploits américains ici. En une journée d'offensive, Varennes, Sheppey et Vauquois, dont on a parlé plus tôt, sont libres. Et qui a fait partie des troupes du Missouri? Un certain Harry Truman, futur président des États-Unis, de 45 à 53. Et c'est encore oublier d'autres monuments américains comme Sompitaur et le Blanc-Mont, mais aussi d'autres monuments de mémoire comme l'ossuaire de Navarin, la Manne Massige, le Ravin du Génie, l'abri de Courson, la stèle dédiée à Roland-Garros ayant péri en Argonne, et tellement d'autres endroits qui, au-delà d'avoir joué avec la grande histoire, ont aussi leur propre récit à raconter. Mais la quintessence et la fin de cette histoire, je l'ai vécue à Montfaucon, la même où ont combattu les Américains en 1917 avant d'avoir été enterrés à Romagne. D'abord longtemps un observatoire allemand où était, encore une fois, logé un village entier et une abbaye fondée au 9e siècle, dont il ne reste aujourd'hui plus grand chose, mais les Américains ont repris la position aux dépens de nombreuses pertes sèches. Pour commémorer les exploits de ces enfants, les États-Unis ont érigé cette tour de 57 mètres de haut, dont on voit le nord-ouest du champ de bataille de Verdun, la butte de Vauquois, la côte 304, la rive droite de la Meuse et au loin, le fort de Douaumont. Une évocation particulière pour l'enfer français qui n'est pas loin d'ici, mais pour autant semble tellement éloigné du souvenir américain d'Argonne. Le périple se termine alors au bord de Meuse, au nord-est de l'Argonne. D'Ain-sur-Meuse, son église et son cadre agréable, et surtout Montigny devant Sacé, et son immense église qui domine la colline et ses environs. C'est plutôt satisfaisant de constater que l'Argonne ne s'est pas encore véritablement ouvert au tourisme, sauf celui de mémoire pour les Américains. Peu de voitures, peu de motos, peu de vies auront été croisées lors de ce périple, et pourtant l'Argonne, ça vaut le détour. Le long des routes cabossées, des étendues d'eau, des forêts, des églises ou des lavoirs, j'ai eu le sentiment qu'il y avait toujours un truc à découvrir, à voir
ou à scruter au loin tant l'endroit regorge de pépites. Alors c'est vrai, à moto, c'est pas non plus dingue, c'est pas les Alpes ou le Périgord, mais c'est plutôt plaisant d'y arpenter les roues, en prenant en considération 2 critères. Ici, les stations essence sont aussi rares que les salles de sport, et surtout les animaux traversent la route et ne sont pas forcément vos amis. Bon, il aura manqué quelques jours sur place pour approfondir l'Argonne dans son versant ardennais, pour encore venir combler la richesse de ce territoire. Tellement d'autres lieux auraient mérité un arrêt, un mot, une évocation, comme la vallée des 26 écluses aux chênes, la butte de Stone, le château d'Autruche, les haras nationaux de Buzancy, Vouziers, Grand-Pré, Montois, Clermont en Argonne, la source de l'Aisne, la tombe du même Raymond Poincaré dont la femme avait sauvé le pressoir de Beaulieu, le village détruit du Four de Paris, mais ce serait sans nul doute déjà un moyen pour vous de découvrir l'Argonne et un autre moyen de douter de l'immensité touristique d'un territoire au premier abord vide, mais riche de tout, à la fois fragile et endormi, qui n'attend qu'une chose, vous. Et il serait temps d'ailleurs d'en profiter parce que j'ai dépeint avec humour et profondeur 2 pans de l'Argonne, la nature et la guerre, sauf que les deux aujourd'hui se mêlent avec une réelle détresse. Là, il n'y a plus rien. C'est vide. Ah, c'est désolant. Par endroits, en Argonne, le vert de la forêt laisse place au marron, puis au vrai vide. En cause, un insecte, le scolite, qui s'en prend presque exclusivement aux résineux, conifères et épicéas. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans 50% des forêts d'Argonne? Des résineux, conifères et épicéas. En s'y incrustant sous l'écorce, ils bloquent la circulation de la sève et entraînent le dessèchement des résineux, faisant ainsi mourir l'arbre à petit feu. Puis un autre arbre, puis un autre, puis une clairière, puis une forêt. Et ça, c'était la Haute Chevauchée en 2017. Et ça, c'est en 2023. La différence est immense. Attention, alors ce n'est pas un phénomène localisé, hein. On parle là d'une réelle épidémie qui vient profondément modifier l'aspect paysager de la forêt d'Argonne et plus particulièrement de toutes les forêts du nord de la France. Il a été décidé d'abattre tous les arbres en cause pour éviter la propagation du scolite. Mais là même, le bois n'est pas sauvé. Un champignon vient bleuir les essences, les rendant ainsi invendables. En traversant certaines forêts, j'ai eu l'impression que la guerre avait de nouveau éclaté, décimant les arbres et les clairières, tant le paysage est en train de changer. La forêt verte d'Argonne se meurt, et malheureusement il semble que ce n'est que le début, parce que les parasites qui saccagent les forêts viennent en France à cause du dérèglement climatique global, notamment depuis 2018. Tout ici demande une protection accrue, une vigilance extrême, et on constate déjà les effets du réchauffement global même dans les forêts les plus profondes de France. Parce que même là où personne ne va, le malheur frappe toujours en premier. Bon, la forêt s'en sortira, c'est certain. Mais à quel prix? Nul ne le sait. Je terminerai peut-être avec une morale. Si vous imaginez une forêt à côté de chez vous, en vous disant que rien ni personne n'y a vu quoi que ce soit, c'est une idée fausse. Les arbres, les rivières, les maisons, la terre et les collines ou les ravins ont souvent bien plus de choses à raconter que vous ne le pensez. Souvent, la nature a horreur du vide, tout comme partout dans cette fameuse diagonale qui traverse la France des Ardennes aux Pyrénées, mais n'oubliez pas que derrière le vide se cachent souvent plein de choses.